télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission culturelle Le Livre du Mois. Le Livre du Mois qui se passe tout simplement tous les deuxièmes lundis du mois, 14h, 14h52 pour avoir comme ça une culture littéraire. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons recevoir un invité, bien sûr. Il viendra nous parler du livre, de la littérature et précisément du roman. Bonjour, monsieur Faustin Vogo. Bonjour. Bonjour, madame Francine Ateba. Je suis heureux de passer à votre émission culturelle. Comment vous allez? Je vais bien. Je vais Ok. bien. Ok, bienvenue en tout cas à Info TV et Merci bienvenue beaucoup. et merci d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir parler de votre œuvre, bien sûr. On va commencer tout simplement par présenter d'abord qui est l'auteur. Lorsqu'on parle de Faustin Vogo, qui est Faustin Vogo? Aïe, 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 ça va être... Bon, parce que j'ai souvent des difficultés pour parler de moi-même. Mais je suis professeur titulaire des universités, même si depuis un temps j'aime bien le roman, je publie des romans. Bon, c'est un homme qui est né il y a 69 ans et qui a une femme, qui a des enfants, Tout à fait. qui a des petits-fils. S'il m'écoute là, ce sera très bien, mais je ne sais pas. Ok. Donc, j'ai des petits-fils et je suis enseignant de carrière. Hein. Je suis enseignant, je crois, jusqu'à la moelle des os. Bien sûr. Parce que c'est depuis mon enfance que j'ai choisi ce métier-là. Il ne m'a pas été imposé. À notre époque, on ne nous avait imposait le pas. choix, Nous bien avions sûr. le choix et il était large. Et donc, nous, on avait choisi d'enseigner. Et on a commencé, on a roulé notre bourse de l'enseignement secondaire, et puis on est passé à l'enseignement supérieur et on est allé jusque, je crois, au bout des choses. Qu'est-ce qui vous a poussé maintenant à écrire? Pourquoi vous avez choisi la plume? Est-ce par passion? Est-ce parce que vous voulez passer un message? Bon, alors, là, c'est... Je crois que ça peut être un peu plus long à répondre, hein, Madame Ateba, parce que moi j'écrivais beaucoup dans le cadre de la rédaction scientifique. Bien sûr. Donc les articles, les essais, des travaux de conférences, de ça conférences, bien sûr. obligatoirement. Et donc, moi j'écrivais cela. Parce que je suis de formation critique littéraire. Donc, un jour, si vous voulez que je cite quelqu'un, un jour, Bingono, qui me reçoit sur un plateau de radio, il me demande pourquoi moi je ne fais pas dans la fiction. Je lui ai dit, mais moi je suis critique littéraire, je ne sais pas si je vais réussir, n'est-ce pas, dans l'imagination. Dans l'imaginaire, bien voilà. sûr. Donc, il me dit non, il faut se lâcher, il ne faut pas avoir la posture de critique littéraire, il faut se lâcher et écrire. J'ai dit bon, ok, bon. Mais c'est vrai, je n'ai pas réagi tout de suite, mais j'étais donc en train de rédiger mon habilitation, l'habilitation à diriger les travaux de recherche, c'est ça qui permettait de passer professeur. À un moment, j'étais en panne d'idées, et dans ma tête germait une longue histoire qui était, bon,
Et puis, je me suis assis, bon, je l'ai écrite en quelques jours, j'ai abandonné mon travail, j'ai écrit ce roman-là, et je l'ai proposé. Bon, en le proposant, je n'étais même pas sûr qu'on le prendrait. Le titre, c'est L'Otage. L'otage. Oui, L'Otage. J'ai proposé et j'ai été vraiment surpris par tout ce qui s'est passé par la suite, parce que le livre a été presque arraché par la critique littéraire. La critique littéraire a pris ce roman-là et on a sorti un gros livre comme ça. Des universitaires ont écrit dessus. Donc, voilà comment je suis entré dans cette affaire-là. Et depuis, j'y suis. Bien mais sûr. parallèlement à mes écrits bien scientifiques. Sûr, bien sûr. Uh-huh. Et pourquoi avoir choisi le roman? Est-ce que parce que c'est un genre littéraire assez prisé, ou bien assez répandu, ou bien tout simplement parce que à travers le roman, on peut facilement s'exprimer, relater une histoire, associer la fiction de l'imaginaire, de la réalité, on va le dire ainsi, ou bien c'est tout simplement parce que vous avez dit, bon, pourquoi pas le roman? Bon, alors, je dois d'abord vous dire que je suis critique littéraire de Bien formation. sûr, Donc, je suis parti de là, c'est-à-dire que je partais des œuvres des autres pour voir ce qui est bon, comment est-ce que ça peut passer, comment est-ce que ce message-là peut devenir patent. Donc, je suis parti de là et maintenant, pour écrire, bon, j'ai vu que le roman portait mieux le message que j'avais. Le roman me permettait de m'exprimer plus facilement. Pourquoi éviter, par exemple, la poésie? C'est parce que le discours poétique est il est médiatisé. Il ne va pas droit au but. Bien sûr. Oui, c'est qu'on dit quelque chose, mais d'une manière différente. Donc, je me suis dit, mais moi, j'ai des choses à dire, hein. J'ai des choses à faire. D'ailleurs, j'avais été invité par le ministre des Arts et de la Culture pour donner une leçon inaugurale à un colloque des écrivains camerounais et africains, puisque le professeur Atoukoué était là, le Mbaye du Sénégal était là, et il me fallait leur donner une leçon inaugurale. Je leur ai dit que nous sommes dans le monde, et comme nous sommes dans le monde, nous devons absolument participer à la vie, au débat social en cours. Et comment participer donc? Pour moi, il fallait passer par le roman, parce que le roman était plus facile. Plus digeste. Et plus digeste. Pourquoi? Parce que le roman, il draine en même temps le plaisir et les idées. Donc, j'ai donc choisi le roman comme ça, n'est-ce pas? On ne m'a pas orienté vers le roman, on ne m'a pas orienté vers le théâtre, on ne m'a pas orienté vers la poésie. Je critique c'est mon travail, hein, de lire ça et d'en sortir une économie. Mais moi-même, je n'ai pas pratiqué jusque-là le théâtre. En poésie, j'ai juste essayé quelque chose. Est-ce que c'était bon? Je ne sais pas, mais j'ai écrit quelque chose. Étant critique littéraire, étant romancier, quels sont les auteurs ou les écrivains qui vous ont vraiment donné envie d'écrire? Ah, bon. Oh, vous savez, toute la littérature africaine, elle est très belle, elle est très entraînante, hein, la littérature africaine. Et la camerounaise, encore plus. Parce qu'il y a des écrivains chez nous, les Mongobeti, mais c'était des génies. C'était des génies qui collaient non seulement le plaisir, mais au débat social en cours. Il fallait avoir les indépendances, il ne fallait pas imiter le blanc, et il fallait ressusciter les mots de la tribu juste pour les combattre. Alors, ce sont des gens qui ont donné beaucoup de plaisir à lire. Mais en grandissant, j'ai voulu explorer d'autres horizons. Je suis spécialiste de la littérature maghrébine de langue française à l'université de Yaoundé 1. J'ai trouvé là-bas des écrivains qui m'ont vraiment séduit. Rachid Boudjedra, par exemple. Oui, bon,
au moment où j'ai commencé à l'étudier, il était à plus de 20 romans. C'était intéressant. Voilà quelqu'un qui abandonne le travail uniquement pour écrire et vivre de son écriture. C'est pas vivre de son écriture qui m'a intéressé. On a envie vraiment de se demander est-ce qu'on peut vivre vraiment de son art? Bon, c'est pas cela qui m'a intéressé, mais c'est l'écriture, la maîtrise de la langue française, la maîtrise de la façon de nous présenter des idées et comment nous faire participer à toutes ces idées-là. Ok. Bon, maintenant, on va essayer un peu de présenter, de faire le décryptage de votre ouvrage. Vous avez écrit un roman, tout simplement, qui se nomme Impossible. Pourquoi ce titre? On sait bien qu'il y a tellement de choix, d'histoires qu'on peut vraiment relater, tellement de thèmes. Mais pourquoi lorsqu'on prend Impossible, on se demande bien à la première de couverture, qu'est-ce qu'on s'y attend en prenant et en se disant Impossible? Ah, oui. Bon, remarquez que la graphie nous indique qu'il y a un point d'exclamation. Bien sûr. Oui, et du coup, nous sortons, parce que impossible peut être un substantif, impossible peut être un adjectif, hein, mais ce n'est pas le cas ici. Avec le point d'exclamation, ça devient une interjection. Comme on dirait, ouh là là. Bien sûr. Bon, bon, mais il y a quand même une connotation négative là, c'est-à-dire un raté quelque part. Et évidemment, vous allez comprendre que mon message, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne doivent pas être. Bien sûr. C'est pour ça que, et peut-être, puisque vous êtes dans les paratextes, Madame Ateba, vous allez voir que ce titre-là est en rouge. Bien sûr, il est en rouge. On se demande bien pourquoi. Parce qu'on sait que le blanc connote la souffrance, le sang, la douleur. Pourquoi avoir choisi vraiment cette couleur? Justement, le rouge, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le sang. C'est la couleur du sang. Si vous voyez, si vous regardez aussi, il y a le noir. Bien sûr. Le noir aussi, assorti d'une sorte, on dirait plutôt, on va parler de toile d'araignée. Oui, alors, il y a la toile d'araignée, mais c'est un éclat d'obus. C'est comme si une balle avait touché un endroit, et donc il y a ces fissures qui sortent. Il y a déjà ça. Et puis vous voyez plus haut un ciel nuageux. Bien sûr. Ça c'est un travail technique que j'ai vraiment admiré dans la maison, la petite maison, la nouvelle maison d'édition Éclosion, à qui j'ai confié ce roman-là, qui est le troisième de mes romans. Parce qu'il y avait l'otage, comme j'ai dit. Bien sûr. Et il y avait Ngondele. Et puis il y a Impossible. Donc, le titre là, Impossible, va faire carrément le résumé de toutes les thématiques qu'on va traverser dans ce roman-là. En tout cas, ça nous laisse déjà dans notre esprit tellement d'hypothèses de sens. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi une couleur de sang? Qui a souffert? Quelles sont les victimes? Quels sont les problèmes? Ou bien est-ce la vie? Ou bien le miroir que vous faites de la société? Bon, alors, si vous voulez... Madame Ateba, je vais vous dire que c'est un roman qui est bâti sur 3 fonds. Oui. Le premier fond, c'est le roman de voyage. On traverse le Cameroun de part en part et on se rend compte de la grande diversité. On part de Mvan à Yaoundé pour aller à Maroua avec des étapes. On a Mvan, naturellement. C'est un quartier de Yaoundé qui est décrit. Sa gare routière est décrite. Et maintenant, la route depuis Mvan jusqu'à Dimako. Dimako qui est un arrêt. Pourquoi? Parce que c'est un lieu vraiment au cœur de l'économie du Cameroun. Avec le bois. En passant par Dimako, vous êtes frappé par l'odeur du bois. Et vous voyez tellement de billes de bois
que vous pouvez avoir le vertige. Ce n'est pas tout. À Dimako, c'est un mélange de personnes. Toutes les ethnies, toutes les tribus camerounaises se retrouvent à Dimako. Et il arrive qu'à cet endroit-là, à cause du bois, parce que les gens sont venus travailler le bois, il arrive qu'à ce niveau, là, vous ne sachiez plus si cet enfant est Wondo ou s'il est Maka, Yebekolo, Tupuri, Kirdi. Non, il arrive qu'à Dimako, on confonde tout cela parce que c'est un mélange qui fait vraiment tout le Cameroun à Dimako. C'est pour ça que j'ai choisi cette étape de Dimako qui m'a paru une étape très très représentative, n'est-ce pas, du binôme qui est aujourd'hui à la mode, vivre ensemble. Vivre ensemble. Après Dimako, on a Bertois. Après Bertois, on va vers Betaroya. Mais celui qui connaît très bien le Cameroun va dire, mais monsieur l'auteur, pourquoi est-ce que, s'il vous plaît, je peux enlever ça? J'ai déjà essayé. Mais... Donc, en fait, on va dire que votre ouvrage permet comme ça de voyager. Il permet de découvrir le Cameroun. On peut le dire ainsi. Donc, parce que vous citez tellement de villes, on a Dimako, on voit Gaoundéré, on voit Garoua, on voit partout. Donc, on se demande bien, est-ce que c'est un moyen comme ça de pouvoir visiter également lorsque vous parlez de romans de voyage? Donc, même celui qui n'a pas parcouru ces villes-là peut directement avoir une idée de cette localité grâce à votre ouvrage. Exact. Vous voyez, vous avez très bien vu, Madame Ateba. C'était ça mon objectif. Je voulais en même temps faire connaître mon pays, qui est si beau, qui est si riche. C'est pour ça que quand on part de Bertois pour Garoua Boulaye, moi j'ai fait un crochet vers Betaroya. Tout simplement pour parler de l'or de Betaroya et de dire ce qu'on peut en faire pour notre bien-être au Cameroun. Mais il y a donc Garoua-Boulaye, il y a Menganga, il y a après Menganga, on arrive à Ngaoundéré. Et là, il y a cette fameuse falaise qui est là, il faut en parler. Et j'en parle. Et il s'agit là vraiment des réalités camerounaises. Ce n'est pas des choses en l'air, même si tout ça est stylisé. Donc, après, on continue sa route. Garoua, Figuil et Maroua. Donc, ça permet, donc, comme j'ai dit, le premier fond, c'est le roman du voyage. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, là, de connaître le Cameroun à partir de Yaoundé. Même celui qui n'a pas voyagé peut se dire que il y a du miel, par exemple, à Menganga. Il va voir. Et il va voir les cultures de là. Et de ça chaque fait... localité, bien sûr. Et c'est le deuxième fond. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai voulu montrer la culture du milieu. À cet endroit, la culture, c'est quoi? Et ce qui m'a frappé, Madame Francine Ateba, ce qui m'a frappé, c'est la ressemblance entre les cultures que nous croyons éloignées des nôtres. Je suis de la région du centre, mais je peux seulement vous citer peut-être trois aspects de notre culture que j'ai rencontrés ici et là-haut. Par exemple, on fête les jumeaux. On fête les jumeaux dans la région du centre et on fête les jumeaux dans le septentrion. Lorsque une femme a accouché des jumeaux, eh bien, on lui fait le même rituel que l'on fait dans la région du centre. Oui, et on se promène avec les jumeaux, on fait une couronne de feuilles sur la tête de la mère et on fait le tour de la concession du village avec les jumeaux. Il y a ces traits-là. Il y a les sani qu'on joue ici lorsque quelqu'un est... Mais décédé, oui, les mousgoum jouent le tigané.
le Diganais. Qui se rapproche à l'Essani. C'est l'Essani. C'est l'Essani. Moi, je ne vois pas vraiment de différence là-dedans. Vous voyez? Alors, c'est ça qui m'a frappé, au point que je me suis dit, mais au fait, mais nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple. Que l'on soit. Alors, il y a similitudes, beaucoup de ressemblances dans ce que nous faisons. Beaucoup de ressemblances. Même la nourriture, quand je vais manger le mil, je ne me sens pas déconnecté. Quand je vais boire le bilibili, je ne me sens pas déconnecté. Lorsque vous passez par Ngaoundéré, c'est encore un gros mélange. Toutes les tribus se retrouvent au quartier Baladji. Et je l'ai décrit, ce quartier-là. C'est vraiment le Cameroun qui se retrouve là, à Baladji, en Ngaoundéré. Donc, vous voyez, j'ai montré ça pour maintenant avoir en toile de fond, et c'est le troisième fond là, la crise du nord-ouest, sud-ouest au Cameroun. Oui. Bon, alors, pour démontrer tout simplement que nous n'avons aucune raison de nous battre, parce que toutes nos vies sont liées. Toutes nos vies étant liées, où est la raison pour qu'on se batte? Il n'y en a pas. Alors qu'on a tellement de similitudes, alors que nos cultures se ressemblent, alors que nous sommes tous presque égaux. Bon, en matière, on va dire que nous sommes égaux et nous avons tellement de choses qui sont vraiment similaires. Pourquoi combattre? Ah oui, il n'y a aucune raison. Parce que, en fait, la personne même qu'on combat et qu'on tue peut être notre propre frère, peut-être juste au deuxième degré là. Donc, il y a donc deux personnages là-dedans. Un jeune homme de Bamenda, bien sûr, mais qui a installé sa petite entreprise à Soa. Et donc au départ, c'est ce qu'on appelle anglophone. Bien sûr. Bon, ok. Et une jeune fille d'un Konjok, francophone, parfaitement bilingue. Et les deux sont dans le bus pour aller à Maroua. C'est 32 heures de voyage. 32 heures. Au départ, sur le plan comportemental, il y a des réticences à rentrer en contact, à parler. Mais au fur et à mesure que l'on chemine ensemble, on se connaît mieux et on commence à dialoguer jusqu'à un dialogue très affectif lorsqu'on arrive à Maroua. Voyez, il y a là beaucoup de choses à voir. Voilà un anglophone et voici une francophone, mais qui finissent par s'entendre parfaitement à l'arrivée à Maroua. Alors, ça veut dire qu'il faut seulement apprendre à connaître l'autre. Quand on a appris à connaître l'autre, évidemment, on va abolir les différences et on va finir par s'entendre. Est-ce, par exemple, est-ce que à partir de l'exemple dont vous venez de citer, on peut dire que votre ouvrage est une sorte de solution à la guerre qui sévit dans le Nozo? Bon, moi je dis, c'est pas... il faut que ce soit une solution, hein, Madame Ateba. Il faut que ce soit une solution. Parce que nous ne prenons pas la plume pour écrire pour rien. Bien sûr. Nous, on écrit toujours pour que ça ait une répercussion, qu'il y ait un message et qu'on écoute ce message et qu'on suive et qu'on le mette peut-être en pratique, ce message. Donc, si on lit ce roman, on peut se poser des questions. Y a-t-il une raison pour se battre? Il n'y en a pas. Bien sûr. Alors, il n'y en a pas. À partir du moment où il n'y en a pas, peut-être il va rester les raisons de banditisme seulement. Parce que ça ne peut pas... Tout à fait. Oui. Donc, voilà. Dans votre ouvrage à la page 110, on voit également que vous avez écrit en anglais. Bon, pourquoi alors, ce choix? Bon, alors, nous sommes dans un pays bilingue. Bon, nous tous parlons anglais, comme tous les anglophones qui sont à l'école, ils parlent français. Donc, nous tous, on doit parler, on doit tendre même si nous ne parlons pas l'autre langue.
parce qu'il y a là une richesse extraordinaire. Lorsqu'on a deux langues, c'est des expériences que moi j'ai eues, hein, Madame Ateba. Bon, des expériences. Je suis arrivé au Brésil pour un colloque. Et j'ai raté mon avion à cause du premier avion qui m'a amené au Maroc. Bon, alors, quand j'arrive au Brésil, je rate mon avion. Et puis j'arrive, voilà un pays où on parle le portugais. On parle le portugais. Ça se rapproche de l'espagnol. Mais ici, moi j'ai mon anglais. Et je me suis dit simplement, non, il y aura quand même une personne pour parler anglais parce qu'eux, ils ne parlent pas français. Et sur place, j'ai trouvé des gens avec qui j'ai conversé en anglais et qui ont fini par me mettre dans un avion pour que je rejoigne Feira de Santana. J'allais très loin au fond du Brésil. Donc, vous voyez, c'est une richesse que de parler plusieurs langues. Et une plus grande richesse encore de parler l'anglais, qui est vraiment une langue qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et donc, nous avons intérêt, nous autres Camerounais, vraiment, nous n'avons même pas à attendre que le gouvernement nous le dise. Nous devons le réaliser et puis nous mettre en anglais. Bon, alors cela dit, dans mon roman, j'ai sorti un poème en anglais. En anglais, bien sûr. Oui, justement, le genre qu'il ne faut pas écrire si on est vraiment un écrivain et si on veut passer un message du bien, du beau, du vrai. On ne doit pas écrire ce genre de poème. C'est un poème qui circule au Cameroun et en anglais, if an anglophone must die. Moi, j'ai dit, c'est le genre de poème qu'il ne faut pas écrire. On ne peut pas écrire un appel à la haine. Ça veut dire qu'on n'est pas écrivain. Il faut sortir ce genre d'écrit-là de la circulation. Alors j'ai pris pour montrer là que ce n'était pas bon parce qu'il ne faut pas apprendre la haine à des enfants. Tout à fait. Il ne faut pas apprendre. Mais c'est ce qui se passe en Palestine, n'est-ce pas? Il y a cette guerre interminable entre Israël et la Palestine, hein, parce qu'on apprend aux petits-enfants à tuer l'Israélien. Alors le petit enfant grandit avec ça. Il n'y a pas une idéologie derrière cela. Il n'y en a pas. Parce que s'il y avait une idéologie, elle pourrait s'effriter. Ça devient quoi? Ça devient une haine familiale. On a tué mon père, il faut que moi aussi je tue. Et ainsi de suite. Et ça devient interminable. C'est pour ça que moi j'ai sorti ça en disant voici le genre de choses qu'il ne faut pas écrire. Mais j'ai stylisé ça, j'ai mis ça en termes de roman, n'est-ce pas, pour que ce soit digeste. On note également sur la 4e de couverture que vous avez parlé de vos deux personnages phares qui entreprennent un voyage qui dure 32 heures. Oui. 32 heures, pourquoi 32 heures? Oui, c'est la réalité, Madame Ateba. C'est la réalité. Oui, ben, c'est un voyage qu'on fait. Oui, tout à fait. Et on met 32 heures. On met 32 heures pour aller de Yaoundé Mvan à Mawa. Ça a été expérimenté, ce n'est pas 32 heures. Oui, et on se demanderait bien est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'avoir passé 32 heures ensemble qui leur a poussé comme ça d'aborder un sujet assez vraiment de fond très important, le problème de terrorisme? Je crois que c'est la longueur du voyage qui fait ça, effectivement. Et puis, le caractère de Doki, bon, elle se laisse pas découvrir très rapidement. Oui. Et puis, c'est une jeune fille, hein, et elle est jolie. Le garçon à côté, il semble charmeur. Bon, donc, elle prend ses distances. Hein. Elle préfère être réservée. Elle est réservée. Pendant longtemps, mais les 32 heures finissent par avoir quelque chose. Voilà, ça les rapproche finalement et bon, ils s'entendent parfaitement à la fin. Mais impossible maintenant. Alors, impossible, on peut dire ça sur la richesse, la diversité culturelle du Cameroun. Tant que ça. Bon, on peut voir toutes les villes que nous traversons.
Et nous sommes un pays africain. Et on a beaucoup de villes que nous traversons. Il y a des pays qui sont à côté où les gens bavardent beaucoup et qui n'ont pas autant de villes. Hein. Donc, il y a ça. On peut s'exclamer. Toute la richesse qu'on a vue en chemin, on peut dire, ouh, impossible. Bon, on peut... Ce brassage également culturel et toutes ces découvertes. Et la réussite de ce brassage, parce que c'est une réussite, Madame Ateba, c'est une réussite ce brassage. Je vous ai donné des exemples du quartier Baladji à Ngaoundéré. Je vous ai donné l'exemple de Dimako. Mais c'est un brassage qui est réussi. Les gens vivent naturellement ensemble. Ils viennent de divers horizons. Bien sûr. Et les enfants deviennent... Ils se marient entre eux. Donc, ça, c'est quelque chose de réussi. On dit, mais incroyable. C'est formidable. Bien sûr. Bon, on peut aussi dire, mais c'est impossible lorsqu'on assiste à des tueries, parce qu'il y a des scènes là qui sont un peu violentes. Et pour manifester cette guerre dans le Nozo. Dans le Nozo, oui. On dit, mais non, c'est impossible ça. Ça sert à rien. Bon, alors on peut aussi dire impossible une autre fois, parce que, sur le plan romanesque, on arrive à la fin... Doki est carrément amoureuse de je sais, personnage tout à fait. Voilà. Mais il ne concrétise pas. Non, il y a des gens qui ont pensé que ce serait peut-être un roman d'amour, mais non, ils ne réussissent pas à aller au lit à la fin. Non, parce que le monsieur meurt à la fin. Il meurt à la fin. Tragique. Alors que Doki est là. Elle est déjà très amoureuse de lui. Mais lui, il apprend une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui a fait écho au Cameroun. Bien sûr. Parce que l'assassinat d'une femme. Bon, alors ce monsieur apprend cette nouvelle-là. Et tout de suite, il a un arrêt cardiaque et il meurt. Donc, on peut aussi dire impossible. On s'attendait à ce qui... Impossible. Pourquoi l'auteur a choisi une fin tragique? Oui, on peut se poser cette question. Et on a parfaitement raison, Madame Ateba. Vous pouvez vous poser cette question parce que beaucoup de lecteurs m'ont déjà posé cette question. On me demande, mais pourquoi une fin tragique? Je dis, la fin tragique, parce que en fait parmi les trois fonds choisis, celui-là me tenait beaucoup à cœur, c'est-à-dire celui du débat du Nozo, le problème, la crise anglophone. Celui-là me tenait à cœur. Bon, alors j'ai voulu que l'on meure justement du Nozo, qui meurt du Nozo, et on va dire, mais non, un jeune homme aussi bien, pourquoi est-ce qu'il choisi par exemple une fin heureuse, montrer que l'harmonie peut exister, l'amour peut exister entre un francophone et une anglophone pour enfin remédier à ce problème du Nozo? Bon, c'est votre lecture, Madame Ateba. Elle est très pertinente, votre lecture. Beaucoup de gens veulent qu'un roman se termine toujours par la douceur, je ne sais pas moi, peut-être des câlins, et puis voilà. Oui, d'accord. Mais moi, j'avais une thèse à défendre. La thèse, c'est que ce qui se fait là n'est pas bon. Voyez, vous arrivez à faire mourir quelqu'un comme ça, après avoir enterré sa sœur, voilà. Vous faites mourir quelqu'un comme ça de si bien. Et tout au long du roman, on a vu un garçon très bien, très débrouillard. D'ailleurs, très, très bien décrit en tant que jeune homme, qui se bat très bien, qui a une petite entreprise par-ci, une autre là-bas, et il en a au nord. Mais on le fait mourir parce qu'il a un esprit familial. Ça le choque de voir sa sœur mourir. Alors, si ça peut créer un électrochoc auprès du lecteur, moi je serais très content.
Oui, c'est aussi vrai parce que vous savez que si ça peut également créer de l'émotion, parce qu'on a souvent tendance à se dire lorsqu'on observe ces crimes qui s'opèrent dans le nozo que ces gens manquent un peu de sentiments. Bah, justement, Madame Francine, il y a quelque part un endroit où l'auteur a décrit une scène des femmes qui sortent très tôt le matin. Il y en a même qui ont des bébés, mais qu'on vient fouetter au milieu de la route, sans raison. On les fouette, il y a un bébé qui tombe, mais le terroriste n'en a cure. Il continue à aller fouetter la mère, qui couvre son enfant, c'est-à-dire dans un geste qui devrait... En fait, quand on lit ce que nous avons voulu, c'est créer cet électrochoc pour que les gens disent non, ça suffit. Ça suffit. Oui, c'est comme cela. Il y a ces scènes-là que nous avons vécues dans l'actualité camerounaise. C'est pas une vue de l'esprit. Mais évidemment, nous avons stylisé en tant que romancier, n'est-ce pas, pour que la lecture soit digeste, mais en même temps, cherchant à créer l'électrochoc, une manière de faire prendre conscience aux gens. Ok. On voit également que vous avez choisi un style d'écriture, une tonalité d'écriture du genre social. Pourquoi? Bon, alors, c'est l'urgence sociale là, c'est par rapport au débat sur le nozo. C'est une urgence. Il ne faut pas qu'on attende ce qui se passe au Rwanda, ce qui s'est passé, où il a fallu d'abord qu'il y ait un génocide, et après on s'assoit pour écrire, pour dire plus jamais ça. Nous, c'est pendant que ça se déroule que nous devons dire non. Il faut arrêter. Il faut arrêter de tuer l'esprit, parce que ça tue l'esprit. Finalement, on ne peut plus rien concevoir. On ne peut plus se mettre dans l'économie. On ne peut plus se mettre quelque part, parce que tout le temps, on se dit à quien tocan las campanas, c'est-à-dire à qui le tour, quoi. Oui, les cloches sonnent pour qui? Donc, non. Je crois que mon envie était de créer vraiment cette prise de conscience-là pour que vraiment les gens se disent non, il faut arrêter ça. Voilà. Au moment de voyage, guerre dans le nozo, autant de thématiques que vous abordez. Est-ce que vous abordez également d'autres thématiques, que ce soit dans cette œuvre, que ce soit dans d'autres ouvrages? Bon, alors, c'est 3 romans à mon actif, et c'est 3 thématiques différentes. En fait, lorsqu'on est dans les lectures, ça vient, il y a beaucoup. J'ai un 4e qui est en gestation en ce moment, et ça n'a plus rien à voir avec le nozo, ça n'a plus rien à voir avec Gondele qui a précédé ce roman-ci. Et dans ce roman-là, c'est une jeune fille qui cherchait à connaître ses origines, parce que sa mère avait décidé de ne pas lui dire qui était son géniteur. Et alors, elle était sur le point de se marier avec quelqu'un d'une tribu voisine. Et elle se disait, est-ce qu'il n'y aurait pas une rencontre quelque part? Vous savez, dans notre tradition africaine, on se dit beaucoup de choses. Peut-être que s'il y a collusion de sang, peut-être qu'on va donner naissance à un Mongol. Peut-être que, bon, on ne veut pas de l'inceste quelque part. Alors, la jeune fille qui est étudiante, s'est mise donc à la recherche de son père. Et sa mère, autant pour moi, n'a jamais voulu lui révéler qui était son père. D'ailleurs, sa mère qui intervient donne les raisons pour lesquelles elle ne veut pas que sa fille sache qui est son père. Elle
elle a donné des raisons qui sont aussi valables. Parce qu'elle en a fait une fille vraiment capable, une fille qui peut se prendre en charge elle-même. Et vraiment, elle a un très beau rôle. Il y a d'ailleurs des gens qui ont pensé que j'étais féministe parce que j'ai donné un rôle là à une fille forte, intelligente et tout, et qui sait se prendre en charge et qui a parfaitement réussi, même si elle n'a pas retrouvé qui était son père, parce que l'image que nous avons donnée de son père était cette image de ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est difficile à atteindre, n'est-ce pas? On va vers le modèle, hein? On s'achemine vers le modèle, mais c'est difficile à atteindre le modèle. Donc, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Ça, vous voyez que j'avais là une thématique différente. Et l'autre thématique, la première, avec le tout premier roman, L'otage, la thématique, c'était l'incompétence qu'on trouve dans toutes nos administrations. Voilà, l'incompétence. On part d'une fraude et finalement on parle de bagarre. C'était une fraude ou bien c'était une bagarre? Et ça, tout simplement, à cause de l'incompétence des missionnaires qui étaient allés, des inspecteurs qui étaient allés et qui ont capté autre chose. De la fraude, c'est devenu plutôt une bagarre entre des gens qui ne s'étaient même pas vus. Et tout ça a entraîné une punition pour un responsable d'établissement. Ça a entraîné une punition, alors que vraiment tout était très loin de la vérité. Donc, vous voyez, les thématiques... Elle varie, mais on remarque que vous êtes quand même ancré dans la culture. Parce que si on prend Ngondélé, si on prend également Impossible, vous êtes vraiment quelqu'un qui est ancré dans la culture. Merci. Vous aimez beaucoup la culture. Merci bien, Madame Francine Ateba. C'est... Bon, alors, c'est pas une révélation. J'ai été chef du département de littérature et civilisation africaine pendant longtemps. Alors, ça fait que, en fait, j'avais là d'abord un rôle officiel, un rôle public, de défense et d'illustration de nos civilisations. J'avais ce rôle-là de manière officielle, mais personnellement, je suis très ancré dans la culture, très ancré dans la culture. À d'autres circonstances, j'ai une canne, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est un trait de nos cultures, ça. Bien sûr. D'autres aussi, mais pas sur le plateau quand même, Madame Ateba. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Nous avons eu des maîtres comme François Mignon-Nkodo, qui nous a vraiment marqué avec la littérature, les civilisations africaines. Parce que on en avait marre de littérature et des civilisations françaises. Mais comment il faut se prendre en charge nous-mêmes? On se prend en charge et on ne peut nous prendre en charge vraiment qu'en essayant de fouiller pour prendre tout ce qu'il y a de bon dans nos traditions. Et vraiment, il y a beaucoup de très bonnes choses. Je vous surprends là, madame, même quand on dit que la femme africaine était maltraitée et tout, lorsque nous on fait des recherches, on se rend compte que non, elle ne l'était pas. Au contraire, c'est elle qui a toujours porté la culotte même. Oui. Oui, je le dis. Je vous prends un petit exemple qui peut même être un exemple personnel. Oui. Moi, j'étais jeune et j'étais à côté de la chambre de mon père. Et j'entendais comment ma mère et mon père discutaient dans la nuit. Dès qu'ils ont fini de discuter, de jour, mon père qui était un grand notable, je vous ai dit que je porte la canne. Oui, et mon père qui était un grand notable, quand après, il est dans la journée, mais ma mère ne dit rien du tout. Et pourtant, tout ce qui sort de la bouche de mon père, j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu ça dans la nuit. Et j'étais tout petit. Bon.
Parfois, j'ai rigolé, je disais, mais je n'avais pas encore conscience de cette affaire où on dit que la femme africaine n'avait pas de poids et tout ça. Je n'avais pas conscience de ça, mais je me disais, mais si maman ne lui a pas dit... Oui, c'est qu'il n'allait pas prendre ses décisions. Donc, je vous ai pris ça. Et sur le plan, peut-être poussé encore un peu plus scientifiquement, j'ai lu dans un livre de Jacques Famendongo, il a cité le Mvungu. Or, le Mvungu, moi j'ai un âge avancé, j'ai vu ces affaires-là. J'ai vu le Mvungu, c'est fait par les femmes. Ah bon, oui, pour que la récolte... Mais c'est une association de femmes. Les femmes se mettent ensemble et vraiment, elles vous font... Et les pluies, elles font venir les pluies, elles améliorent la récolte. Mais elles font ça à un carrefour. J'ai vu ça. J'ai vu de mes yeux, madame. J'ai vu de mes yeux. Et on a fait... Et nous ne devions pas nous approcher. Mais les tout petits enfants, de loin, on savait que, il y a le Mvungu là-bas. Et ça se faisait entre les femmes. On peut lire ça dans un livre même de Jacques Famendongo. Et j'ai réécrit ailleurs en disant que ça là, moi j'étais témoin. Oui, maintenant j'ai seulement envie de vous poser cette question. Oui. Étant donné que vous présentez la guerre du Nozo, vous présentez également d'autres faits sociaux, comme par exemple la culturation, on va le dire ainsi. Est-ce que vous vous considérez un peu comme une sorte un écrivain vraiment engagé qui veut changer des choses? Bon, alors, je vais vous dire qu'à un moment, on parlait de l'engagement comme étant un thème littéraire. Oui. Mais moi, je prends l'engagement comme un terme. Un terme, c'est-à-dire quelqu'un qui s'implique pour faire changer les choses. Oui. Et de ce point de vue-là, je me dis donc engagé, impliqué pour faire changer les choses. Oui. En fait, je considère que c'est le devoir de tout écrivain. Tout à fait. On ne peut pas prendre son crayon, pour ne rien dire. Oui. Il faut prendre son crayon pour dire quelque chose et ce que vous dites, ce n'est pas pour que les gens s'entretuent. C'est pour ça que je suis contre le poème If an Anglophone Must Die. Sure. Non, je suis contre un poème comme celui-là. Moi, j'estime que nous écrivons pour changer les choses en bien, améliorer le quotidien de tout le monde. Donc, écrivain engagé, alors, je dis oui, si c'est cela. Parce que... qu'on écrit pour agir, et agir, c'est pour changer. Mais oui, pour changer et en bien. Bien sûr. C'est pas pour aller vers le pire. Non. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant par rapport non seulement à la guerre dans le Nozo pour pouvoir résoudre ce problème, et également, qu'est-ce que vous pouvez également dire au sortir aux téléspectateurs? Ah non, c'est que beaucoup de choses. On commence avec la guerre du Nozo d'abord. Non, pour la guerre du Nozo, je suis en train de leur dire que toutes nos vies sont liées. Oui. Et à partir du moment où toutes nos vies sont liées, il n'y a aucune raison pour qu'on se batte. Il y a des petites différences, elles sont minimes par rapport à ce qui nous lie. Je vais vous prendre, il faut réfléchir un tout petit peu, si j'ai 2 minutes. Je vais vous prendre des petits exemples. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que... Mais qu'est-ce qui fait? Nous sommes dans un même car, dans un même bus. Pourquoi sommes-nous dans un même bus pour voyager? Parce que nous sommes des humains. Oui, donc nous voyageons. Bon, alors, quand moi j'arrive au nord, pourquoi est-ce que je m'en vais boire le Bilibili qui n'est fabriqué qu'au nord? Bon, la tomate... Le garçon du nord là-bas, il a besoin de la tomate de Fumban. Bon, et puis, quand on va voir une femme, est-ce qu'on sait que cette femme... Est-ce qu'on doit... Où est la différence qui montre que cette femme est anglophone, l'autre est francophone? Je dis, il suffit de réfléchir un tout petit peu. On se rend compte qu'en réalité... Mais nous sommes tous des humains et très peu de choses nous différencient. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison de nous tuer. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant dire comme dernier mot maintenant aux téléspectateurs qui vous regardent?
Ah ben, j'avais l'impression de leur avoir dit déjà vraiment le fond de ce qui me trotte par la tête. Oui. Pour dire que nous sommes vraiment pareils. Oui. Nous devons plutôt essayer tout le temps d'améliorer notre quotidien pour vivre ensemble. Bon, c'est un mot, c'est un binôme, hein, deux mots, vivre ensemble, qui a toujours existé. Mais c'est depuis la crise anglophone que ce binôme est devenu... mais non, on cherchait toujours à vivre ensemble parce que ça a toujours été ça. Toute notre histoire, c'est une recherche. C'est une... Toute notre vie, toute notre histoire, c'est toujours la recherche de vivre, du vivre ensemble. Alors, il faut le faire, il faut le pratiquer. J'ai donné des exemples qui m'ont frappé. Dimako. Et puis, le soir, j'ai été à Baladji. Mais Baladji, c'est le Cameroun. Ok. Nous sommes... Baladji, c'est un quartier de Ngaoundéré. Ce n'est pas un quartier de Douala. D'ailleurs, ok. Donc, on va retenir tout simplement que c'est le vivre ensemble. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci au professeur Faustin Vogo d'avoir répondu présent. Nos programmes se poursuivent tout simplement sur Info TV. On va dire merci comme ça à Élisée Yanda qui était derrière la caméra. On va dire remercie également au réalisateur Dengue. Et on vous dit rendez-vous prochainement au deuxième mercredi du mois. Restez coachés sur les programmes d'Info TV, la meilleure des chaînes. Merci. Merci.